Donc nous allons passer au programme et donc j'ai le plaisir de co-chairer cette session avec Monsieur François Bricaire. Donc nous avons 5 intervenants. Ces 5 intervenants ont droit à 20 minutes plus 5 minutes de questions. Donc on va essayer de rester dans les temps. Malheureusement, le deuxième orateur, Monsieur Alain Hartmann, a contracté la Covid-19 et ne sera là que par visio. Il ne sera pas là en présence dans la salle, mais il nous permettra d'avoir sa contribution. Donc, le premier orateur, c'est Monsieur Vincent Jarlier, qui va nous donner une présentation intitulée « L'antibiorésistance, un bon exemple du concept Un seul santé ». Donc, Monsieur Jarlier est professeur émérite de bactériologie hygiène à la faculté de médecine Sorbonne Université et il est membre correspondant de l'Académie de médecine. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'accueillir. Je voulais vous dire que nous regrettons beaucoup l'absence de mon confrère Philippe Sansonetti, qui est en train de rentrer de Singapour. Peut-être qu'il nous rejoindra par visioconférence, je ne sais pas. Mais il a beaucoup participé à la mise en place de ce colloque. Bien. Mesdames et messieurs les chairmans, mesdames et messieurs les académiciennes et les académiciens, je voudrais bien m'excuser, je vais parler un petit peu doucement parce que j'ai un petit problème de fracture de côte. Et comme vous le savez, les respirations à fond et la parole, c'est très mauvais pour les fractures de côte. Alors, nous savons tous qu'il y a deux techniques d'adaptation des bactéries face à la pression de sélection par les antibiotiques, dans un processus typiquement darwinien, à partir d'une bactérie sensible jusqu'à une bactérie résistante. Tout le monde connaît les mutations. Hein. Au moment du Covid, on en a tous entendu parler. C'est-à-dire, pour ce qui est des bactéries qui ont un chromosome, une mutation sur leur chromosome. Mais il y a aussi la possibilité d'acquérir des gènes étrangers, qu'on appelle les plasmides. C'est tout le problème transposons, intégrons, toute cette ingénierie génétique qui est assez différente puisque ça se passe en dehors du chromosome. De toute façon, l'un comme l'autre, si on veut le succès de la résistance, ce qu'on ne veut pas, nous, hein, bien entendu, mais si on veut le succès de la résistance, il faut transmettre et disséminer. Sinon, tout s'arrête. Cul-de-sac, voie de garage. Alors, les deux systèmes ne sont pas tout à fait équivalents. Quand c'est une mutation, la seule possibilité, c'est de transmettre la bestiole avec sa mutation. Quand la bactérie a chargé des gènes étrangers, on peut faire la même chose, mais on peut aussi seulement envoyer la recette de cuisine, c'est-à-dire le morceau d'ADN extrachromosomique qui code pour la résistance. Mais ce n'est pas toujours possible. On connaît très très bien en maladies infectieuses des systèmes de maladies non contagieuses et des bactéries non transmissibles qui fait que lorsqu'il y a de temps en temps une sélection de mutants résistants lors d'un traitement, c'est un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'on n'observe jamais ces résistances chez des gens qui n'ont jamais été traités. Alors, c'est l'exemple des mycobactéries non tuberculeuses. Et dans le sida, par exemple, on a très bien connu les infections à Mycobacterium avium. De temps en temps, il y avait des mutants résistants aux macrolides, par exemple, ou aux aminosides. Mais chez un nouveau malade, la souche était toujours sensible. Même chose pour les légionelles et les listeria. Donc, il faut un système de transmission. Alors, pour les maladies contagieuses, alors c'est extrêmement connu. Le meilleur exemple, c'est la tuberculose. Une seule souche a été analysée comme pouvant, à partir d'une sensible, en 1994, donner une ultra-résistance 5 ans plus tard. Mais bien sûr, sur des malades différents. C'est-à-dire, je passe au voisin, je redonne un nouvel antibiotique. Je sélectionne un mutant. Je passe au voisin, je sélectionne une deuxième mutation avec un deuxième antibiotique. Je passe au voisin, etc., etc., etc. Ça prend du temps, mais ça marche très très bien. Évidemment, ce qui marcherait encore mieux, c'est si la résistance, non pas concernait des bactéries de maladies contagieuses, mais
des bêtes de nos flores, de notre microbiote, comme disait le précédent orateur. Le microbiote, c'est-à-dire un réservoir considérable de bestioles, en particulier, bien sûr, le microbiote intestinal. Il n'y a pas que lui, mais enfin, c'est le principal. Rendez-vous compte, 10-12 bactéries par gramme de matière fécale. Donc, on imagine les possibilités quasi infinies d'évolution. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Les diffusions épidémiques de bactéries qu'on appelle donc commensales sont nos flores, le staphylocoque doré, les entérobactéries devenues résistantes aux dernières inventions de la médecine, c'est-à-dire les céphalosporines de 3e génération dans les années 90, en bas à droite les carbapénèmes dans les années 2000. C'est des exemples formidables de diffusion épidémique mondiale de bactéries commensales, soit à partir du nez, le staphylocoque doré, ou des plaies, soit à partir du tube digestif pour les entérobactéries. Alors, bien sûr, on comprend encore mieux que la transmission croisée est absolument essentielle, parce qu'un certain nombre de résistances qui posent un gros problème en médecine ne peuvent pas être reproduites à l'infini. Elles sont tellement... Leur fabrication a été tellement le fruit d'un hasard incroyable qu'on ne va pas se permettre de recommencer à chaque fois. C'est l'exemple. La fabrication des staphylocoques dorés multirésistants, la résistance à la méticilline, il a fallu aller piocher le gène dans un autre staphylocoque. Il a fallu trouver le système génétique pour passer de l'un à l'autre. Et là, ce n'est pas des plasmides. Il faut exciser le gène, il faut le mettre sur un système de transport, l'amener dans une autre bactérie, trouver des systèmes d'expression qui lui conviennent. Même chose, les bêta-lactamases à spectre étendu de type CTXM, on a été les piocher dans un bacillogramme négatif de la nature. La résistance au pénème, on est allé piocher dans d'autres bactéries de la nature. Et les derniers nés, dont on a beaucoup parlé en médecine, la résistance à la colistine, parce que c'était la dernière arme dans certaines infections à bactéries multirésistantes, eh bien la résistance acquise, encore une fois, une série de gènes que l'on a été pompé à partir du milieu ambiant. Puis à ce moment-là, du montage, éléments mobiles, puis en général, il faut des mutations complémentaires parce que la bactérie qui reçoit ça n'est pas toujours prête à l'accepter, donc il y a ce que l'on appelle des mutations compensatoires, etc. Donc il est exclu de recommencer la même manip à chaque patient. Le succès vient de « je réussis une fois un processus tout à fait rarissime, et une fois que j'ai le diamant, surtout j'en profite et je passe au voisin ». Alors, on ne va pas donner des exemples de diffusion, dissémination, transmission croisée de bactéries résistantes en milieu de soins, en EHPAD, en collectivité. La salle ne suffirait pas à pour remplir les publications. Mais dans la population générale, j'allais dire dans le civil, il y a exactement la même chose. De très bonnes études de plusieurs pays, celle-là c'est une étude française, mais il y a la même chose en Finlande, en Scandinavie, etc. Retour de voyage, et vous avez ici, retour, le jour du retour, la moitié des gens qui reviennent d'Afrique subsaharienne, d'Amérique latine ou d'Asie, et particulièrement d'Asie, 72%, se retrouvent porteurs d'entérobactéries multirésistantes. Comment ils l'ont acquis? Vous savez, en microbiologie clinique, autrefois, nos grands anciens, comme on dit, avaient une formule que j'ai trouvée absolument formidable, que mon patron m'a apprise, c'est « on a la flore digestive de sa cuisinière ». Et comme vous le voyez, le portage reste. Et au bout de 2 mois, il y a encore 9%, 3%, etc. qui sont porteurs. Au bout de 6 mois, ça s'atténue parce que nous ne sommes pas programmés, a priori, pour porter dans notre tube digestif des bactéries résistantes. Nous sommes programmés pour avoir un colibacille multisensible. Et donc, si on acquiert une autre entérobactérie multirésistante, logiquement, si on ne mange pas d'antibiotiques, elle devrait être éliminée, mais des fois très lentement. La même chose dans les familles. Et il y a des papiers, alors ils sont moins nombreux, mais il y a des papiers de transmission intrafamiliale, soit de la bactérie elle-même, soit du gène de résistance. Bien sûr, puisqu'on est dans le One Health, on se pose tout de suite la question entre hommes et environnement, entre hommes et animaux, entre animaux et hommes. Alors, bien sûr,
les collègues vétérinaires tout à l'heure nous raconteront ça de manière plus précise, mais pour le staphylocoque doré, il y a eu quelques petits exemples de passages de staphylocoque doré multirésistants qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de nos hôpitaux dans les réanimations françaises, du tout très différents, d'origine porcine, avec quelques cas d'infection chez les éleveurs. Et puis, à partir du moment où il y a eu quelques cas chez les éleveurs, si l'infection est grave, hospitalisation, hop, je passe au voisin. C'est-à-dire de l'infection nosocomiale avec ces bêtes-là. Mais ce n'est pas ça qui a fait la majorité des ennuis à staphylocoque doré multirésistant, du tout, mais ça existait. Bien sûr, on connaît tous l'échange permanent, réservoir naturel, animal, homme, des salmonelles multirésistantes. Et il y a tout un tas, notre collègue Madec, qui interviendra tout à l'heure, nous expliquera ça peut-être mieux. Mais, pour ça que j'ai mis ça sous un trait, les clones de colibacilles multirésistants, chez l'animal et l'homme, sont le plus souvent différents. Et les enzymes qui donnent la résistance, par exemple, aux céphalosporines de troisième génération, sont très souvent pas les mêmes gènes, pas les mêmes enzymes. On a donc plutôt l'impression d'une espèce de chemin parallèle, les mêmes causes produisant les mêmes effets, plutôt que des véritables convergences. Alors, bien sûr, on se pose donc tout de suite la question, s'il y en a chez les animaux, par exemple dans leur tube digestif, qu'est-ce que ça peut donner chez l'homme? Alors il y a plein d'études. Certaines donnent comme résultat, on trouve ici dans la viande de volaille, des colibacilles multirésistants par bêta-lactamase aspect étendu, différentes de celles que l'on trouve dans les hôpitaux. En revanche, il y a quelques études qui montrent une partie des événements à colibacilles multirésistants humains qui ressemblent, comme deux gouttes d'eau, à ce que j'ai mis entre guillemets montage génétique des souches de volaille. Donc finalement, dans la transmission de bactéries résistantes homme-animal, parce que pourquoi pas dans l'autre sens, il y a quelques exemples, rares, mais il y a quelques exemples. Un peu de mammites chez la vache avec du staphylocoque doré résistant à la méticilline humain. L'éleveur est hospitalisé, attrape une infection nosocomiale en chirurgie avec un staphylocoque doré multirésistant, revient dans sa ferme et hop, comme il va traire les vaches, et transfère le staphylocoque et la mammite de la vache, au lieu de se faire avec un staphylocoque doré standard, se fait avec un staphylocoque doré d'origine hospitalière. C'est rare, mais ça existe. Même chose de l'homme vers le chien, c'est plus logique. Parce que là, j'allais dire, le chien, c'est comme si c'était de l'interhumain. C'est un membre de la famille. Et puis, Alain Philippon, avec qui j'ai correspondu il n'y a pas longtemps, m'a dit, pense à dire qu'il y a aussi des histoires d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération par cette IQSM15, qui est une enzyme très très humaine, vers des singes dans les zoos. Mais les zoos, singes des zoos, je ne dirais pas que c'est un membre de la famille, mais enfin, vous voyez bien qu'on est dans le contact rapproché. Finalement, en résumé, il y a certainement, ça c'est une évidence, émergence et dissémination parallèles. Même cause, mêmes effets. Pression de sélection, une fois qu'elle est réussie, on passe au voisin. Donc chez l'homme, ça va être toute l'histoire des collectivités, les familles, les écoles, les hôpitaux, les EHPAD. Et puis dans l'élevage, c'est les élevages massifs, avec énormément d'animaux, où bien sûr, si on introduit d'un côté de l'élevage une bestiole résistante, plouf, elle va jusqu'au bout de l'élevage en quelque temps. Mais il y a aussi, ça c'est sûrement quelque chose de plus préoccupant, un pool de gènes de résistance qui se crée donc parallèlement chez l'homme et chez l'animal, mais qui du coup fait un creuset commun dans lequel on peut piocher, surtout si tout ça va dans la nature et qu'on va récupérer dans la nature ces gènes de résistance. Et puis, il y a quand même de temps en temps, mais ce n'est pas le plus fréquent, de loin, des transmissions directes de bactéries résistantes dans des cas particuliers, on l'a vu tout à l'heure, salmonelle, avec les éleveurs, etc., etc. Alors, au fond, ce qu'on pourrait vraiment retenir dans le One Health, c'est la résistance antibiotique, c'est que finalement, les bactéries résistantes et
leurs gènes de résistance, en fait, sont simplement des polluants. Ce sont des polluants au même titre que n'importe quel autre polluant, métaux lourds, tout ce que vous voulez. Donc, ils s'accumulent dans les secteurs de l'environnement, ils circulent vers les animaux, vers les humains, et leur rémanence est assurée par une pression de sélection antibiotique qui peut persister dans la nature. Ça va être toute la question de est-ce qu'il y a des résidus d'antibiotiques, etc. Et je crois que M. Giard nous en parlera, ou c'est ce type de spécialité qui vise à trouver même des tracicule d'antibiotiques à la sortie des eaux des hôpitaux, à la sortie des eaux des fabricants d'antibiotiques, etc. Alors du coup, si c'est un polluant, eh ben, on n'est pas du tout étonné d'en trouver dans les eaux usées des hôpitaux, ici au Brésil. On n'est pas étonné d'en trouver dans les eaux usées des rivières, de l'eau côtière, ici au Portugal. Et ça, c'est des bactéries entières. Et on n'est pas étonné aussi de trouver des gènes de résistance ici dans les stations d'épuration. Et sûrement la dernière intervenante qui travaille chez Veolia pourra nous expliquer comment ça se passe dans les stations d'épuration. Et puis, Marie-Cécile Plouin nous racontera sûrement comment on peut tracer la présence des gènes de résistance à partir de marqueurs génétiques. Et donc, vous voyez le One Health, un schéma qui est très utilisé par tous les intervenants entre le Taj Mahal et l'élevage. Alors, si c'est si vrai que ça on pourrait même encore en trouver en aval de l'aval de l'aval. Entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération par BLSE dans l'eau de boisson au Népal. Alors, évidemment, vous savez que plus un pays a des problèmes d'infrastructure, plus l'eau propre ressemble à l'eau usée. C'est très difficile de maintenir des canalisations parallèles d'eau usée et d'eau propre. Vous voyez, c'est un travail de Romains. Vous savez bien que c'est les Romains qui nous ont beaucoup appris ça. Et donc, on n'est pas étonné aussi de voir finir tout ça dans les animaux sauvages. Et vous avez ici le schéma de l'augmentation incroyable des publications internationales sur la résistance aux antibiotiques dans la faune, puis en bas à gauche, fin des années 70 jusqu'à fin des années 2010. Et l'énorme variété des bestioles concernées, mais comme vous voyez, les très très mobiles, les oiseaux, sont en tête. Et même, on a beaucoup parlé des mouettes qui jouent un rôle aussi bien en côtier que dans les grandes villes. Il suffit de se promener au jardin du Luxembourg. Alors, donc finalement, on est dans un cycle infernal, pression, transmission, pression, transmission. Et donc, les recettes, on les connaît tous, c'est pas parce qu'on les connaît que c'est facile de les appliquer, mais on les connaît. Pas d'antibiotiques si pas nécessaire, s'il faut des antibiotiques, pas trop longtemps, bien sûr l'hygiène pour éviter la transmission croisée, mais l'hygiène partout, école, hôpitaux, famille, etc. Et donc tout ça, ça veut dire qu'il faut se reposer sur des programmes et des stratégies intégrées. Alors ça marche. Si on y travaille dur dans les hôpitaux, on peut réduire ici les épidémies de staphylocoque doré multirésistant dans les hôpitaux de la PHP dans les années 90, 2000, 2010. Et la France, de manière générale, avec son compagnon, en l'occurrence, l'Angleterre et l'Irlande, ont fait d'énormes progrès en matière de contrôle de la transmission croisée des staphylocoques dorés multirésistants. Et vous voyez qu'on est passé d'une couleur rouge à gauche en 2001 à une couleur orange en 2017. On n'est pas encore dans le gris des pays scandinaves. Ça viendra sûrement. Mais c'était pas trop difficile pour les staphylocoques dorés parce qu'il n'y en a pas énormément. Quand on est porteur, on en a quoi, 100 millions dans le nez. Vous allez me dire 100 millions, c'est terrible. Enfin, vous vous rappelez tout à l'heure 10-12 bactéries par gramme de fesses dans le tube digestif. Quand on a appliqué la technique des staphylocoques dorés aux épidémies d'entérocoques, qui sont des bactéries digestives, entérocoques,
des streptocoques du tube digestif, multirésistants, résistants à la vancomycine. Quand on a appliqué les techniques des staphylocoques dorés, vous voyez la courbe, ça continue à monter. Ça n'a pas fonctionné. Il a fallu des mesures renforcées qu'on ne va pas développer ici, mais qui finissent par fonctionner. Et d'ailleurs, la France s'est très bien maintenue, contrairement à d'autres pays d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est, on est resté avec des taux extrêmement bas. Alors bien sûr, ça veut dire aussi, là on est dans l'hôpital, mais dans la vie quotidienne. Et la vie quotidienne, ça veut dire l'hygiène, l'hygiène générale. Donc c'est l'hygiène fécale, le lavage des mains, le type de nourriture, la propreté de la nourriture, la propreté de l'eau. Et par exemple, comme vous le savez, l'Inde est frappée depuis des dizaines d'années par des taux de multirésistance aux antibiotiques extrêmement élevés. Et une des réponses, qui a d'ailleurs été soufflée par un de nos collègues infectiologues indiens extrêmement actifs, qui a fait du lobbying auprès du gouvernement indien, et a réussi à obtenir une réponse, 111 millions de latrines d'ici fin 2022. Ça a l'air idiot de mettre ça en parallèle avec la résistance aux antibiotiques, mais c'est clé, c'est absolument clé. Nos entérobactéries multirésistantes, si par malheur on en a, il faut se les garder, il ne faut pas les passer aux voisins. Et bien entendu, comme tout ça finit dans l'eau des égouts et donc les stations d'épuration, et donc dans ce qu'on appelle en anglo-saxon le sludge, c'est-à-dire chez nous les boues actives, ou l'eau qui surnage dans les stations d'épuration, c'est qu'en fait-on? Et vous savez bien ce qu'on en fait. Les municipalités se débarrassent des tonnes de boues actives dont ils ne savent absolument pas quoi faire. Et youp, ça part dans les champs. Et les eaux de surnageants, ça va où? Dans les rivières. Et donc, on peut s'attendre, et ça sera l'objet de la dernière communication de notre collègue de Veolia, y aurait-il progressivement des systèmes pour que les stations d'épuration, au fond l'eau de tous nos égouts, des animaux, des hommes, etc., soient, on va dire, nettoyées de la résistance aux antibiotiques. Alors, bien sûr, les industriels se précipitent là-dedans, et vous avez ici un bel article du Washington Post de 2011 qui propose un système, traitement 160 degrés, 6 bars, 80 minutes. Vous voyez que c'est pas demain la veille, ça va consommer beaucoup d'énergie. Mais, astucieusement, vous voyez, leur publicité, c'est un chemin pour avoir des détritus plus propres, qui s'appelle Blue Plane dans leur système. Oui, c'est magnifique, Blue Plane, hein, grâce à une hydrolyse thermale, et ils sont astucieux parce que ça va aussi s'occuper des virus. Donc, vous voyez, ça peut aller de la résistance aux antibiotiques, la transmission des virus d'infections digestives, etc., etc. Donc, il y a tout un champ industriel, engineering, qui s'offre à nous pour aborder un sujet qui est, au fond, typiquement de développement durable, et que ce soit l'eau propre, les forêts, le réchauffement, les antibiotiques sont du même ordre. Et peut-être qu'un des futurs pourrait être d'obtenir de l'UNESCO le classement des antibiotiques au patrimoine mondial. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était formidable et vous êtes restés dans les temps. Donc, nous avons le temps pour des questions, s'il y a des questions dans l'auditoire, ou des commentaires. Il n'y a pas de questions de l'extérieur, déjà? Moi, j'ai un petit commentaire. Finalement, là, on est en train de parler du concept de One Health, mais on se restreint complètement aux bactéries. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... Oui, non, mais je sais que c'était le thème de votre communication. C'était mon sujet. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, je suis censé aussi être virologue, comme tous les bactériovirologues, mais je veux dire que mes compétences en virologie sont beaucoup trop faibles pour que je puisse aborder cela. Non, non, mais c'est important de souligner que le concept de One Health est certainement plus, je sais pas, il ne doit pas être traité de la même façon pour les bactéries. Pas du tout de la même façon. Que pour les virus. Pas du tout de la même façon, parce que le virus, si vous voulez le transmettre, il faut transmettre le virus. Vous ne pouvez pas transmettre un bout du virus. Ce qui est fantastique avec la résistance bactérienne, en tout cas un des systèmes, qui est le système par gène de résistance extra-chromosomique, exportable, photocopiable. Et vous avez quelqu'un qui ne connaît pas la recette du soufflé au fromage, vous ne lui envoyez pas tout le livre.
Vous lui envoyez juste la photocopie de la recette. Donc c'est extrêmement commode. Et ça, il n'y a pas ça dans le virus. Il faut quand même se rendre compte que les bactéries sont des petits animaux vivants. Le virus, c'est un petit bout d'information génétique dans une boîte. Oui, d'accord. D'autres commentaires? Oui, Monsieur Buisson. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un micro il y a un micro baladeur. C'est moi qui l'ai pris parce que c'était plus Il y avait commode. une question là d'abord, puis on va vous prendre après. Allez-y, monsieur. Oui, Pierre-François Plouin de l'Académie de médecine. Vous avez fait un parallèle entre l'antibiorésistance et la pollution. Tous les polluants finissent dans les océans. Est-ce qu'il y a un réservoir océanique de germes résistants ou est-ce que les conditions de salinité, par exemple, l'excluent ? Vous trouverez beaucoup de papiers dans la littérature sur la recherche de bactéries résistantes dans les eaux de mer, le plus souvent dans des eaux côtières. Je n'ai pas une connaissance suffisamment extensive de la littérature, mais du genre le grand scientifique Picard, moins 10 000 mètres, fosse des Courils, je n'ai pas vu encore. Mais il suffit d'insister. Ça se dilue progressivement. Tout dépend le nombre de millions de tonnes qu'on en mettra en aval, en amont. Après dilution, il en restera peut-être quelque chose. Ce n'est pas des gènes qui se promènent, c'est des bactéries qui portent ces gènes. Bien sûr. Oui, mais le gène... Oui, hein. Oui, enfin, Marie-Cécile pourra nous en parler mieux. C'est pas si simple que ça. Les gènes, on les détruit, ils se détruisent pas si facilement que ça. Et en tout cas, les bactéries sont capables, presque en absence d'une autre bactérie qui lui donnerait, sont presque capables d'absorber un petit morceau d'ADN extra-chromosomique, bon, pour peu quand même qu'il n'ait pas été relargué depuis trop longtemps par la bactérie donatrice. Mais enfin, il n'y a pas forcément besoin d'un contact direct. D'accord, dans un univers comme l'intestin. Alors c'est sûr qu'avec les milliards de mètres cubes d'eau de mer, tout ça va être en tout cas tamponné, retardé, ça c'est sûr. Mais comme tout, jusqu'à un certain point. J'ai une question de l'extérieur de Yves Lévy. Est-ce qu'on peut apporter un point sur les résistances croisées antibiotiques, biocides et métaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais on sait que sur les plasmides de résistance, sur certains, pas tous, il y a des gènes de résistance à des métaux lourds, ça bien sûr. Il y a même eu un moment une très grosse mode, c'était recherche de bactéries résistantes dans la bouche après les plombages en raison du mercure qui servait à faire les amalgames. Et donc il y a eu quelques papiers là-dessus, bien sûr, hein. Bien sûr, résistance aux métaux lourds et résistance aux antiseptiques. Bien sûr. Oui. Yves Buisson, Académie de médecine. Vincent, je suis d'abord très, très admiratif de la présentation que tu viens de faire. J'ai une question qui concerne les voyageurs. Là, tu as présenté donc les risques de rapporter une bactérie ou plusieurs bactéries multirésistantes lors de voyages à l'étranger. Et on voit que c'est l'Asie qui est le pays, qui est la région géographique d'où proviennent la plupart des résistances. Alors, sachant que comme moi, tu connais bien le sud-est asiatique en particulier, est-ce que tu as des explications pour cette différence entre l'Asie et les autres continents comme source de bactéries multirésistantes chez les voyageurs? La masse de population. La masse de population. Et puis, Chine comme Inde ne sont pas des pays très pauvres. On en parle toujours comme étant... ce n'est pas des pays très pauvres. Je peux vous dire que les antibiotiques en Chine sont produites... Il y a de formidables industriels. L'Inde est un des principaux fabricants de médicaments de manière générale, génériques. Ils mangent énormément d'antibiotiques. Il n'y a pas les mêmes réglementations qu'il y a en Europe de l'Ouest concernant l'utilisation des antibiotiques. Et donc, largue à main nue, d'une part, la pression de sélection. Et alors après, la transmission croisée, il suffit de regarder, de se promener à Delhi ou à Calcutta, ou bien de rentrer dans le hall d'un hôpital chinois. Une petite ville de 4-5 millions d'habitants, ce qui est pour la Chine plutôt petit. Hôpitaux de 2000, 3000, 4000, 5000 lits. Et vous rentrez dans l'hôpital et vous avez une forêt humaine.
Et dans les salles d'attente, vous avez 300 personnes les unes à côté des autres. Et je ne vous parle pas de l'hospitalisation, et je ne vous parle pas de la manière dont sont traités les émonctoires dans les hôpitaux chinois modernes. Hein. Je ne parle pas du petit hôpital de campagne. Hein. Pas de bassin personnalisé, pas de lave-bassin. Enfin, bon. Je vais me permettre de poser la dernière question. Tu as évoqué le fait que nous n'étions pas programmés pour être porteurs de bactéries multirésistantes. Le portage, c'est quelque chose d'assez passif, donc dans la mesure où on a des bactéries multirésistantes, comment on s'en débarrasse? C'est une maxime de mon collègue et ami Antoine Andremont. Nous ne sommes pas programmés pour porter des Klebsiella multirésistantes, nous sommes programmés pour porter du Colibacille multisensible. Mais c'est tout le miracle du microbiote. Les interactions entre bêtes dans le microbiote, elles sont régulées entre elles. Et le Colibacille multisensible, s'il est là depuis des milliards d'années, allez, on va dire millions, c'est sûrement qu'il nous va très bien. Par contre, on a chacun le nôtre. Ce qui explique, il y a des tas de gens qui vous disent « Ah mais oui, il n'y a pas de transmission croisée des colibacilles multirésistants, parce que ce n'est pas le même fond génétique qu'on trouve chez le malade A et le malade B. » Ah d'accord, mais c'est le même gène. On a plutôt tendance à garder son colibacille, c'est le nôtre, quoi. On le connaît bien, on le parle tous les matins, tout se passe bien. On peut charger sur notre colibacille un gène qui est donné par le colibacille du voisin. Le colibacille du voisin ne nous va pas très bien en tant que colibacille, mais le plasmide nous va très bien. Vous voyez ? Bon, c'est simplifié. Hein. Claire-Cécile, Marie-Cécile, elle va nous raconter des histoires qui sont sûrement beaucoup plus précises sur le plan génétique. Moi, je le fais, c'est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, raccourci. En tout cas, merci beaucoup.